Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Fidèle ou infidèle? Est-ce qu'on choisit vraiment son camp ou on ne serait peut-être pas plutôt conditionné par notre éducation, notre culture? Actuellement, il y a d'autres styles de vie amoureuses qui tentent de se mettre en place, mais pourtant la question de la fidélité reste encore très forte dans notre société puisque la majorité des ruptures a pour cause une infidélité de l'un ou l'autre des partenaires. Eh bien, avec mon invité Patrick Lemoine, on va se poser cette question. Alors Patrick Lemoine la pose un peu de manière biologique, pourrais-je dire, et il s'est amusé dans son dernier livre à passer en revue un nombre important d'espèces animales pour voir quelles sont celles qui sont fidèles et celles qui sont infidèles, afin sans doute de comprendre à quoi servirait la fidélité. Alors une réponse déjà, elle servirait à favoriser la pérennité du couple pour évidemment le bien-être de toute la progéniture. En tout cas, durant ces 2 heures, grâce à l'éclairage de Patrick Lemoine, mais peut-être aussi grâce à vos témoignages, eh bien, on va peut-être avoir notre propre réponse sur notre capacité à être fidèle ou pas fidèle. Je vous invite en tout cas à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Patrick Lemoine. Bonjour Brigitte. Alors, votre titre de livre est un peu provocateur. Ah bah oui, et la fidélité, bordel, voilà. Et sur la couverture, vous nous mettez 2 colombes qui sont fidèles, parce que c'est vrai, chez les oiseaux, il y a des couples fidèles. Certains oiseaux. Hein. Et pourtant, on dit volage dans le langage français. Certes, franchement. Mais certains oiseaux sont volages aussi, très clairement aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, les animaux où le mâle et la femelle se ressemblent autant que les manchots, que les tourterelles ou les gibbons, sont monogames fidèles. Oui. C'est quand ils sont presque pareils que ça se gâte. Alors c'est rigolo parce que dans votre livre, c'est un livre important, hein, il fallait bien 400 pages presque pour parler de fidélité et d'infidélité. Vous commencez par passer en revue un grand nombre d'animaux et finalement on n'en tire pas réellement une conclusion, je trouve. Bien, il me semble. En fait, on est obligé de raisonner espèce par espèce parce qu'il y a 2 points de vue. Soit on considère que si le mâle est un alpha dominant, c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort, donc c'est bien qu'il soit infidèle, c'est-à-dire qu'il dissémine un maximum sa précieuse semence. Mais d'un autre côté, si c'est un couple stable, les petits sont mieux protégés, sont mieux élevés. Donc il y a 2 styles d'amélioration et de pérennisation de l'espèce, fidélité ou infidélité. Les 2, ça fonctionne en fait. Mais je peux vous dire que dans l'espèce humaine, moi j'ai connu des hommes très infidèles et qui étaient franchement de vrais cons. Hein. Et certes, il valait peut-être mieux pas que leur gène se soit trop... C'est vrai, mais il y a aussi des fidèles très cons, faut croire. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est moins grave. Non, mais chez l'humain, en conclusion comme ça, c'est quand même peut-être plutôt la société qui aurait tendance à nous donner la notion de fidélité. Alors je crois que ça c'est une notion un petit peu d'avant. Parce que de nos jours, maintenant, la fidélité, c'est la fidélité au contrat de départ. C'est-à-dire que si un couple, ou même un trio, pourquoi pas, se constitue, qu'il soit hétéro ou homo, à partir du moment où le contrat de départ est clair, fidèle, infidèle, je le dis pas, j'ai envie de l'expérience multiple. En tout cas, dans ce que j'entends, c'est clair. Dans ce que j'entends, je trouve pas que ça fonctionne comme ça pour les gens. Je crois que l'éducation chrétienne, islamique ou judaïque sont quand même encore des éducations qui prônent la fidélité dans le couple. C'est vrai, mais par exemple, ce matin, j'étais sur une radio concurrente et il y avait... Comment ça? Vous avez été infidèle, Patrick Lemoine? J'ai été infidèle à vous, Brigitte, mais je le savais que vous étiez infidèle. J'avoue. Et donc, il y avait une journaliste, une certaine Lucille, qui prônait le polyamour en disant c'est génial, tout le monde est au courant. J'étais marié, je suis tombé amoureux d'une femme. Oui, j'ai reçu son livre et c'est une journaliste qui a écrit. Oui, je crois qu'elle va venir la semaine prochaine. C'est exact. Mais c'est pas parce que le polyamour est un petit peu à la mode que ça marche tant que ça. Hein. Oui, puis je crois que c'est très tendance, très parisien. Moi qui suis de la province lyonnaise, c'est vrai que parmi mes patients, je l'entends pas souvent, ce genre de choses. Bon, en tout cas, j'ai trouvé une chose très intéressante dans votre livre. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, hein, Patrick Lemoine, mais il y a une chose que je trouve très intéressante et que je ne connaissais pas. C'est votre thérapie de couple quand vous leur proposez de faire 2 lettres. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Vous pouvez nous le raconter ?
Alors oui, j'ai mis ça au point avec les années et ça fonctionne bien parce qu'il arrive qu'effectivement, un couple vienne me voir. On ne sait pas si on s'aime encore. Est-ce qu'on doit se séparer? Est-ce que ça doit continuer? Il y a la routine. Et je leur dis, c'est très simple. Vous allez écrire chacun 2 lettres. Évidemment, séparées l'un de l'autre. Une lettre d'amour, une lettre de rupture. Et la prochaine fois, vous venez chacun avec vos 2 lettres et je vais les lire à haute voix devant vous deux. Et on verra bien laquelle des 2 est la plus inspirée. Et la plupart du temps, d'ailleurs, il y a corrélation entre lui et elle, ou si c'est un couple homosexuel, entre les 2. Heureusement, oui, c'est déjà une bonne chose. c'est assez rare qu'il y ait une lettre de rupture complètement évidente et d'amour de l'autre côté. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Et donc, si c'est une lettre de rupture qui est inspirée, je dis, vous n'avez plus besoin de moi, allez voir un avocat. Je peux vous donner des noms. Et puis, si les 2 lettres d'amour sont inspirées, là, je peux peut-être vous aider. Et après, je leur demande de faire 2 papiers, ce que j'appelle, moi, la corbeille de remariage. À savoir que chacun des 2 apporte, voilà ce que je peux t'apporter de nouveau. Je vais te surprendre, je vais t'inviter dans un week-end incroyable, n'importe quoi. Toutes les semaines, on ira au Cinoche. Et puis, ce que je vais t'offrir, que je vais plus faire, qui t'agace tant. Et donc, les 2 remplissent la corbeille de remariage. Et ça fonctionne assez. Et après, on se revoit au bout d'un moment pour savoir qu'est-ce qui a été réalisé dans ces nouveaux cadeaux. Mmh. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, vous leur reproposez un nouveau contrat de vie. Exactement. Parce que c'est, au fond, et c'est peut-être ce qu'on peut dire aussi sur la question de la fidélité. Très souvent, l'infidélité va venir d'un ennui ou de choses qui ne vont plus dans le couple et qu'on va chercher ailleurs. Qui n'ont pas été posées, tout simplement. Qui n'ont pas été dites. Je crois beaucoup au contrat écrit. En tout cas, j'ai découvert aussi qu'il y avait une journée de l'infidélité. Oui, j'ai découvert ça aussi. Écoutez, c'est incroyable. Je ne sais pas qui a lancé ça. C'est un site spécifique. Oui, alors c'est le 24 avril. Ouais. Donc voilà, on découvre des choses dans votre livre. En fait, vous avez fait un gros travail pour écrire ce livre. J'ai bossé, oui. Oui, félicitations. Il y a tellement de livres sur l'adultère, sur l'infidélité, sur les cocus, sur tout ce qu'on veut. Il n'y a rien sur la fidélité, pratiquement. Je me suis dit, c'est quand même dommage, parce que dans mon expérience de thérapeute, le nombre de personnes qui viennent en se plaignant de la non-fidélité de l'autre. Et puis on est dans un moment de mode où dire oui, moi je suis fidèle, soit vous passez pour un menteur, soit vous êtes ridicule. Et donc j'avais envie de rectifier un peu ça. Mais on est rarement infidèle au début d'une relation amoureuse. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et oui, Brigitte, mais moi je fête cette année mes noces d'or. Mais je vous félicite. Ça ne veut pas dire que vous avez été fidèle, mais je ne poserai pas la question. C'est une question que je ne pose jamais. Et ça ne me gêne pas. En tout cas, ce qu'on sait quand même aujourd'hui, c'est que les femmes rattrapent les hommes dans les enquêtes. Oui. Alors, je sais pas. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au début, on avait tendance à dire, je parle de ça au 19e siècle, on avait tendance à dire que la femme, de toute façon, n'était pas naturellement infidèle, mais que c'était l'homme qui était naturellement infidèle. Et la femme, elle avait une tolérance à l'infidélité après la ménopause. Parce que l'obsession des mâles, chez les animaux, des mecs, chez les humains, c'est « je veux que les petits soient de moi ». Tellement ma semence est bonne, il faut qu'il soit de moi. Donc les femmes, évidemment, elles étaient condamnées à la fidélité et elles pouvaient éventuellement être infidèles, mais après la ménopause. Mais je vous signale qu'il y a des pays encore où l'infidélité féminine est terriblement lapidée. On lapide encore des femmes. Bien sûr, l'homosexualité et l'infidélité, la femme adultère de l'Évangile, on est ancêtre. Mais en tout cas, aujourd'hui, même si il y a encore un pourcentage d'enfants qui ne sont pas du père, qui a diminué, avec la contraception, etc., ça a beaucoup diminué, mais il y a encore des enfants qui sont des enfants... Les généticiens disent « nous sommes tous les arrière-petits-enfants de personne ». C'est-à-dire Ça veut dire que sur 3 ou 4 générations, il y a forcément eu 1 ou 2 coups de canif dans le contrat qui fait que personne ne peut jurer que son arrière-arrière-grand-père, c'est vraiment son arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est statistique. Alors, vous évoquez évidemment aussi la jalousie dans ce livre qui prend une place importante dans les couples. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire J'ai envie de dire plusieurs choses. La première chose, c'est que... Alors ça, c'était ma première, maîtresse en psychiatrie. Ma première prof de psychiatrie disait toujours « les jaloux sont toujours cocus ».
soit tout de suite, soit rapidement. Et c'est aussi très souvent des coureurs. C'est-à-dire que plus le mec est cavaleur, plus il sera jaloux. Ça, c'est classique, archi. Mais c'est un connu. peu la jalousie pathologique, là, c'est la projection. Pas forcément, non, mais le dragueur se dit tout le monde est comme moi, donc ma femme est forcément comme moi. C'est comme la personne malhonnête est persuadée qu'on va l'escroquer. C'est exactement la même chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'un jaloux, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, dont le narcissisme est un peu dans les baskets. Parce que si je suis suffisamment sûr de moi, voire un peu mégalo, je me dis que de toute façon, jamais elle pourra trouver quelqu'un d'aussi bien que moi. Donc, je n'ai pas à être inquiet. Donc, il y a ces deux côtés. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la possessivité, parfois, dans la jalousie. Oui, mais là, on arrive du côté de la pathologie. Là, oui. Parce que la jalousie, plus elle va, plus elle se rapproche de la paranoïa. Et si vous vous rappelez le film terrible qui s'appelle L'Enfer de Chabrol, où c'est un jaloux délirant, tout est interprété. Et Othello, pour prendre un grand classique. Ouais. Othello, Iago, tout ça, c'est des grands jaloux pathologiques. Et tout ce que vous faites se retourne contre vous. C'est-à-dire que le moindre cheveu posé sur le vêtement, tu essayes de me dire le contraire, mais je sais bien que... Et malheureusement, dans le film, Emmanuel Béard termine égorgé. Ouais, comme souvent, malheureusement, dans les ces drames de féminicides la sont souvent liés à ça. Bon, en tout cas, ça s'appelle Et la fidélité bordel. Il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes dans ce livre et qui peut-être peuvent vous aider justement à mieux comprendre pourquoi vous avez tendance à avoir envie d'être infidèle ou besoin d'être fidèle. Mais bon, après, on peut aussi, suivant la période de sa vie, évoluer. C'est plus facile peut-être d'être fidèle à 70 ans qu'à 20 ans. Quoique. Peut-être quand même, on se calme. Et d'où la nécessité. Et oui, mais le Viagra a été inventé aussi. Oui, mais enfin, notre libido est quand même plus exacerbé quand on est jeune que lorsqu'on... D'où la nécessité, je pense, que ces contrats d'union puissent être renégocier de manière assez régulière, de façon, moi ce que j'appelle le Yalta du couple, à savoir on se fait un partage. Par exemple, au moment de la retraite, je dis aux gens, surtout faites un Yalta, dans le temps et dans l'espace. Par exemple, la salle de bain, 3 heures pour madame et puis 10 minutes pour monsieur. Le jardin, peut-être 3 heures pour monsieur et 5 minutes pour madame. Donc il y a comme ça des négociations qui doivent être faites, et là aussi sur ce sujet. Faites attention, si vous parlez trop des hommes et des femmes d'une manière catégorique, vous allez vous faire les éditeurs critiquer par certaines féministes. Ils savent que j'aime bien taquiner. C'est vrai, vous aimez taquiner. En tout cas, on va taquiner avec les auditeurs, si vous le voulez bien, Patrick Lemoine. Et dans un instant, nous allons retrouver Sophie, qui nous a rejoint sur Sud Radio. Vous avez envie d'évoquer la fidélité, l'infidélité, vous nous dire si ça vous paraît indispensable dans un couple de rester fidèle, ou si au contraire, vous êtes pour le polyamour, je ne sais quoi d'autre. Eh bien, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, auteur de nombreux ouvrages. Et notre dernier qui est tout chaud, La fidélité et la fidélité bordel, c'est aux éditions Albin Michel. Patrick Lemoine, c'est Sophie qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Sophie. Alors, vous avez été mariée pendant 20 ans avec un homme très infidèle, c'est ça ? Non, c'est le contraire. C'est moi qui étais très infidèle pendant ces 20 ans. Perdu, Brigitte. Oui, j'avais une chance sur deux. Je suis tombée dans le côté le plus logique, et puis finalement... Le plus classique. Oui, donc 20 ans, pendant ces 20 années, j'ai été très infidèle, et je rebondis sur ce que disait Patrick tout à l'heure, à savoir le manque de confiance en soi. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche quand on est infidèle ? Ça, c'est toujours la grande question. C'était pour vous rassurer de votre pouvoir de séduction, c'était pas juste pour le plaisir. Non, c'était vraiment pour me rassurer de mon pouvoir de séduction, très clairement. Et puis, donc, j'ai fini par divorcer de cet homme. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a su, ou parce que vous vous en... Non, ça n'avait absolument rien à voir avec les histoires d'infidélité. C'était, j'ai envie de dire, une erreur de casting. D'accord. Comme beaucoup de femmes, vous avez su être très discrète. C'est ça. Donc, il n'a jamais rien su ? Je ne pense pas. En tout cas, il ne m'en a jamais parlé. Donc, je pense qu'il n'en a jamais rien su. Et puis... Vous êtes d'accord, Patrick Lemoine, les femmes sont souvent... Je me demandais si les SMS existaient à cette époque-là pour vous.
Oui, quand même. Oui, quand même. Bon. Moins qu'aujourd'hui, ça, c'est vrai. Moins qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on les payait tous, donc c'est vrai qu'on était un petit peu plus prudents. Oui, c'est le SMS qui fait que les partenaires se font pécho par l'autre. Ah bah ça, oui. Oui, mais je trouve que les femmes sont souvent plus intuitives bien sûr. et devinent plus facilement les infidélités de leur conjoint c'est vrai, que l'inverse. Et elles sont également plus organisées pour pas se faire choper. Peut-être. Et donc, après le divorce, quelques années après, je me suis remise en couple avec un homme. Et cette fois, c'est lui qui m'a trompée. Et je l'ai découvert. Alors justement, ça illustre tout à fait vos propos. Ouais. SMS, voilà. Un SMS est arrivé, j'avais son téléphone sous les yeux. Évidemment, j'ai creusé et j'ai trouvé. D'accord. Et alors, comment vous avez réagi ? Immédiatement, je l'ai mis dehors. Ah oui. Ah oui. Et oui. Il a pris ses affaires, il est parti. Vous n'avez pas supporté, mais parce que vous étiez horriblement malheureuse, vous êtes sentie trahie, blessée, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, je dirais que le monde s'écroule. C'est ça, oui. C'est vraiment, voilà, ces messages sans aucune équivoque, hein, c'était très clair. Il n'a même pas eu besoin de nier, de toute façon, c'était impossible. Et donc là, le monde s'écroule et vous vous dites, mais c'est pas l'homme avec lequel je pensais être. Voilà, effectivement, la trahison, la déception, la colère, enfin, il y a tout un mélange de sentiments comme ça. Donc ça montre que vous n'aviez pas encore suffisamment de sûreté en vous, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et je fais une petite parenthèse, mais vous parliez tout à l'heure de contrat, et je pense que quand on rencontre quelqu'un, toutes ces questions sur la fidélité, est-ce qu'on doit être fidèle, comment tu considères les choses, c'est des questions qu'on ne se pose pas en début d'histoire. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il faut bien se la poser. Ça semble encore, et je dis bien encore, dans notre société, ça semble aller de soi. Et quelque part, ça dérange un peu d'en parler parce que ça renvoie à une partie de nous qu'on n'a pas forcément envie de révéler à l'autre. Alors pour aller dans votre sens, Brigitte, c'est vrai que devant le maire ou devant le curé ou devant le rabbin ou devant l'imam, effectivement, on se jure fidélité. Et étonnamment, le législateur, quand il a voulu inventer un nouveau couple avec le Pacs, a également parlé de fidélité, ce qui, à mon sens, était absurde. Parce que justement, ça devait être tout à fait nouveau. On devait renverser la table. Et pourquoi dans le Pacs, on ne peut pas être entre frères et sœurs ? Pourquoi on ne peut pas être en trio, voire en groupe ? Pourquoi être fidèle ? Je pense que le législateur a complètement raté le coche. En tout cas, vous avez eu le sentiment d'être trahi, hein, vous l'avez dit. Hein. Ah, complètement. Mais quand il vous a rencontré, quand vous avez rencontré cet homme, est-ce qu'il vous a dit qu'il vous aimait, que vous étiez la femme de sa vie, enfin des déclarations comme ça qui laissent à penser qu'en effet, il pourrait être fidèle ? Alors, c'est là où l'histoire est un petit peu cocasse et compliquée, c'est qu'en fait, j'ai été sa maîtresse pendant 3 ans. Ah, alors qu'il était marié. Alors qu'il était marié. D'accord. Donc, évidemment, à quoi j'ai pensé immédiatement devant son infidélité, c'est son mode de fonctionnement. Après tout, on s'est connus sur ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas de raison que ça change. Et il vous a trompé, puisque vous utilisez le mot de trahison, donc je peux utiliser le mot de tromper. Au bout de combien de temps de relation quand il n'était plus avec sa femme, hein, évidemment 2 ans. 2 ans, oui. Donc ça peut laisser penser que c'est en effet son mode de fonctionnement. Alors après, l'histoire se termine bien, si j'ose dire. C'est que on a pris tous les deux un petit peu de recul par rapport à la situation. Et puis on a fait ensemble une thérapie de couple pendant plusieurs mois, qui fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Ah, vous avez pardonné ? Je ne sais pas. On a choisi chacun de reprendre une vie de couple, mais il reste quand même toujours des cicatrices. Moi, alors la confiance en moi, je l'ai un petit peu acquise un petit peu plus, j'ai travaillé là-dessus, bien sûr, mais malgré tout, je reste sur mes gardes, je reste méfiante. Vous restez méfiante, c'est-à-dire que vous vous dites, ça peut encore arriver ? Bien sûr. Et est-ce que vous l'avez trompé, vous, depuis ? Non. Donc vous avez... Donc vous avez changé, Sophie ? Oui, j'ai changé parce que je pense que la relation de couple actuelle me convient mieux que celle que j'ai eue avec mon précédent compagnon, celui avec qui j'ai été 20 ans.
Et avec ce nouveau compagnon, je n'ai jamais ressenti le besoin, l'envie de le tromper. Mmh. Et vous lui en parlez de temps en temps de votre inquiétude? Bien sûr, bien sûr. Et il vous rassure? Oui, il me rassure, mais surtout il me dit, mais rassure-toi toi-même. Gagne de la confiance en toi. Effectivement, c'est évident. C'est évident. Quand vous disiez les jaloux sont toujours cocus, oui, c'est... Oui, bien sûr, mais enfin bon, on peut être trompé alors qu'on est quelqu'un de très aimable et de formidable et sexuellement très active. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas toujours. Bien sûr. Ça dépend aussi du partenaire qu'on a choisi. Mais en tout cas, merci de ce témoignage qui est riche. Je vous en prie. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Au revoir. Patrick Lemoine, on fait une petite pause et puis on retrouve un de vos confrères, Philippe Bruneau, pour notre Sexy News. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Patrick Lemoine, je ne vous présente pas Philippe Bruneau, j'imagine. Oh là, on est des vieux copains. On se connaît très bien. Deux compères. Ouais. Philippe Bruneau, bonjour. Vous allez Bonjour, nous proposer de baiser sur commande. Oh, de baiser sur commande, non. Je vais parler du baiser et pas de baiser. Ah, bah moi, vous voyez, je suis allé franco. Et même, je vais demander peut-être à tous les deux, Patrick, Brigitte, le baiser serait-il une preuve de fidélité? Ah, c'est intéressant. Ah, ça dépend le baiser où. Ouais, alors vous allez voir. Pensez-vous, Brigitte, que l'on puisse embrasser sur commande? Bah, Curieuse proposition. Bah oui. Hein, mais qui n'est cependant pas si rare, par exemple dans l'excitation festive, dans attention au consentement aujourd'hui. Et j'aimerais vous faire découvrir un chanteur ukrainien. Alors quelqu'un d'assez passionnant, si vous regardez dans les vidéos, Verka Serduchka, qui nous offre une sorte de supplique au baiser, c'est-à-dire kiss me, kiss me, kiss me please. Hey, kiss, kiss, kiss. All around, please, please, please. All around, kiss, kiss. Alors cette chanson qui est très stimulante, hein, qui est en fait une incitation au baiser, eh bien on se rend compte qu'elle a son prolongement aujourd'hui d'une sorte d'incitation à l'amour. Or, je reviens d'Italie, figurez-vous Brigitte, où le marketing de l'idéalisation amoureuse vient de franchir une nouvelle étape avec une véritable campagne d'incitation au baiser. Dans les lieux emblématiques de l'amour, vous les connaissez, Rome, Capri, Naples, Vérone par exemple, eh bien, le ministère du Tourisme italien a équipé les spots romantiques d'un panneau incitant au baiser obligatoire. Alors je vais vous en donner la photo, c'est assez extraordinaire. Ah, c'est joli, oui. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a marqué Zona Romantica Obbligatorio baciarsi. Excusez-moi, je ne parle pas forcément bien italien. Injonction qui pourrait tout naturellement être qualifiée d'instagrammable. C'est-à-dire qu'on voit que dans ces spots, avec ce panneau qui oblige au baiser, eh bien, il y a une succession de fans qui vont se photographier. Car cette campagne correspond parfaitement au fantasme photographique des selfies d'une très jeune génération. Ça remplace les points Kodak. Exactement, c'est exactement ça. Il y avait des points Kodak, mais il a une mémoire formidable, Patrick. Alors, depuis des siècles, la découverte des lieux romantiques incitant à la rêverie amoureuse, c'est une projection naturelle de l'élan pulsionnel. Et ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. L'étape suivante, celle de la recherche des spots emblématiques de l'amour, c'est un peu à l'image d'une sorte de carte du tendre, mais qui serait universelle, parce que là, c'est l'Italie, mais on se rend compte que vous avez la queue. Tiens, j'étais en Grèce cet été, vous aviez à Mykonos là, un défilé de gens qui attendaient avec des photographes pour se prendre exactement au même endroit, dans des spots qui sont strictement les mêmes sur Instagram. Donc c'est un voyage amoureux qui est encore un beau prolongement du projet à deux. La mode récente des selfies, eh bien ça va répliquer les scènes cultes des baisers du cinéma. Alors on peut penser que ce soit Bogart et Ingrid Bergman dans Casablanca, vous vous souvenez, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet dans Titanic. Oui. C'est-à-dire qu'on va se photographier dans la même pose. D'ailleurs, il y a des spots dans lesquels on essaie de retrouver exactement la pose des grands acteurs. C'est une sorte de marketing touristique. Mais l'incitation à l'aide de panneaux signalétiques du lieu idéal où s'embrasser, ben, ça dépasse les limites de la pulsion individuelle. Alors, regardez une deuxième photo
au lac de Garde. L'élan amoureux est C'est où inconciliable. ce lac de Garde? Le lac de Garde, c'est les lacs dans le Piémont. italiens. D'accord, du on reste nord en de Italie l'Italie. donc. Hein. Mais toujours un spot qui, dès le se 19e place. siècle, c'était l'endroit des amoureux. Deux êtres de chair qui s'unissent, quels qu'ils soient, sont toujours authentiques. Est-ce qu'il y a besoin de spots touristiques? Moi, je pose la question. Alors, c'est en Lombardie, à Sirmione, au bord du lac de Garde, qu'est apparue la première injonction au baiser. C'était en 2009. Avec les grands lacs du nord de l'Italie, Trasimène, le lac Majeur, ainsi de suite, eh bien, ces sites sont connus depuis le 19e siècle. Tous les voyages amoureux se faisaient ainsi. Les amoureux du 19e faisaient le pèlerinage de Sirmione pour un gage d'amour absolu et surtout d'amour éternel. Et on sait très bien la fragilité du couple. Ce fut ensuite surtout Vérone, la ville des amoureux, qui emboîta le pas de Sirmione avec des spots répertoriés. Alors on peut se prendre en photo, et ça se fait toujours sur le balcon de Juliette, dans la cour de la Via Capello ou sur la Piazza dell'Ebre, c'est-à-dire cette belle façade rose pour les amoureux. Qui sait, qui un jour ne s'est pas projeté dans Roméo et Juliette, par exemple. Alors, il y a un point positif, je dois reconnaître, c'est-à-dire quand on va sur le net, et j'incite les auditrices, les auditeurs à aller sur le net, vous faites baiser amoureux, vous faites ces spots italiens, je dois dire que ça réveille la créativité. Si le spot est identique, les acteurs font des choses tout à fait étonnantes. Je vous passe une photo encore. Des prouesses techniques, ici d'une jeune femme qui utilise ce poteau de photos amoureuses comme Il n'y a sorte pas de trucage Non, c'est un poteau de pole dance autour du poteau. Oui. Hein, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire les spots baisers italiens sont aujourd'hui très nombreux. Alors pour les auditrices, les auditeurs que ça intéresse, vous pouvez aller sur un Instagram qui s'appelle Green Me, green comme vert et me en un seul mot, Green Me. Et sur Twitter, vous le trouvez, il y a énormément de spots avec et le vous hashtag. pouvez aller le voir sur notre chaîne YouTube, puisque je viens de le montrer à Exactement. l'antenne. Hein. Et vous faites le hashtag sur Twitter avec hashtag Kiss Please. Vous allez trouver des photos tout à fait étonnantes. Alors je termine, Brigitte, sur Paris. J'aime beaucoup l'Italie, mais je ne voudrais pas qu'on oublie Paris, qui est si souvent qualifié de ville de l'amour. Il est évident que les amoureux se selfient à la Douaneau devant l'hôtel de ville, Galerie Vivienne devant la Tour Eiffel. Mais je veux faire une supplique à la maire de Paris, et que je vais faire sur votre antenne. Chère Anne Hidalgo, il n'existe bien heureusement pour l'instant à Paris aucun panneau exhortant au baiser. Je me permets de vous demander d'en placer aucun pour que ne s'envole pas la magie de l'amour qui n'a absolument pas besoin d'une injonction à s'embrasser. Mais oui, absolument. Et d'ailleurs, on sait tellement que quand les couples ne s'embrassent plus beaucoup, c'est qu'en général, il y a quand même quelque chose qui s'en va un peu. Hein. Et Le baiser sur la bouche, c'est quand même un signe d'amour. Oui, enfin, c'est aussi un marqueur culturel. Ça n'a pas existé partout. Ça n'a pas Et existé toujours, partout. par Bien exemple, sûr, mais enfin, en Afrique, ça n'existait pas. Oui, tout à fait. Je suis Jusqu'à d'accord, mais l'occidentalisation. pour l'instant, on est en France, Patrick Lemoine. C'est vrai. Alors, il y en a plus, mais c'est très vrai dans les couples, lorsqu'on voit disparaître des éléments, le baiser disparaît bien avant le rapport sexuel. C'est-à-dire, on continue à faire l'amour, mais il y a très longtemps qu'on ne s'est plus embrassé. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est quand même quelque chose de formidable. Enfin, moi, je trouve que Et d'ailleurs, on pourrait diverger sur les différents baisers. Oui, parce qu'il y a des couples qui ne mettent jamais la langue, d'autres ils ont besoin de mettre la langue. Enfin, il y a plein de on pourrait dire plein de choses sur le baiser. Il y a énormément de manières de C'est le s'embrasser. premier coït, c'est-à-dire un oui. mélange des humeurs et une pénétration, la première Bien sûr. pénétration. Les hommes d'ailleurs ont tendance à vouloir mettre la langue. Les femmes sont moins friandes de ça. Il y a plein de choses à dire sur le baiser. Il y avait un film qui s'appelait Je n'embrasse pas, qui est un film d'une prostituée qui disait je veux bien faire mon métier de prostituée, mais je n'embrasse pas. Comme si c'était finalement plus intime, plus engageant. Alors ça, c'est le clivage qu'on voit, parce que beaucoup de prostituées ont quand même été violentées, et il y a un moment où elles font une sorte de clivage dans lequel j'abandonne mon corps
Mais par contre, ça, je le garde pour mon amoureux. Absolument. Mais il est vrai que quelque part, quand enfin, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais on peut très bien être pénétré sans y mettre grand-chose comme émotion. Le baiser, c'est un peu difficile d'embrasser Absolument, quelqu'un. je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a quand même les odeurs, enfin, il y a quelque chose de plus intime dans le baiser, quoi qu'on en dise. Bien sûr. Une Je ne étude sais pas scientifique. comment réagit un homme, mais en tout cas, en tant que femme, je trouve que c'est assez facile, si on a on est bien à l'aise dans son corps, de se faire pénétrer par un homme qui sent pas forcément une odeur qui nous plaît, se faire embrasser. Il y avait une très belle étude qui avait été faite sur les choix des jeunes filles d'un partenaire masculin. Et c'était une étude génétique et qui avait montré que ces jeunes filles acceptaient d'être embrassées par des hommes dont l'odeur génétique était la plus proche possible de leur père, mais pas identique. C'est-à-dire qu'on interdit l'inceste, mais quand même Oedipe. Et je trouvais que c'était très intéressant de voir ça. Mais de toute façon, moi j'ai tendance à dire, laissez-vous d'abord embrasser. Si vous n'aimez pas qui vous embrasse, allez pas plus loin. Enfin, ça me paraît, vous êtes en tant qu'homme, vous diriez la même chose, non? Si vous embrassez une femme et que c'est pas la peine d'aller plus loin, si. Enfin, Oui, c'est très vrai que dans l'évolution des thérapies de couple aussi, quand réapparaît le baiser, le couple est souvent sauvé. Mais c'est pas aussi facile que ça. Toute la question du goût de l'amour. Eh oui, le goût de l'amour. Alors merci Philippe Breneau, puis je rappelle qu'on peut évidemment vous trouver dans votre roman Taxithérapie aux éditions Les Arènes, et puis bien sûr dans cette fameuse bande dessinée dont on ne parle plus, c'est un succès interplanétaire évidemment. Merci beaucoup Merci, Philippe. Brigitte, à bientôt. Alors Patrick Lemoine, on va donner la parole à Charlotte qui va répondre à 3 questions intimes, et puis ensuite vous pourrez en poser une à Patrick Lemoine. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Charlotte. Alors, comment vous aimez embrasser, vous, avec ou sans la langue? Avec. Avec la langue. Vous mettez la langue dans la bouche de votre partenaire? Je mets ma langue sur la bouche, sur les lèvres, dans les coins, partout. Vous êtes une grande gourmande, alors. Voilà, c'est ça. Deuxième question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de simuler? Oui, sûrement. Très rarement, mais sûrement. Sûrement, bah oui. Donc, il y a peu de femmes qui peuvent répondre non. C'est assez rare, je suis bien d'accord. Déjà pour me stimuler parfois, parfois, monsieur. Bah oui, bien sûr. Quand on veut que ça se termine un peu plus vite, on simule, hein, c'est ça. Chut, il ne faut pas le dire. Alors si je peux me permettre, j'ai eu comme ça une longue conversation avec le grand rabbin de Jérusalem, et qui faisait l'injonction formelle: mesdames, vous devez simuler votre mari, même si vous ressentez rien, vous devez simuler, car ainsi vous sauverez votre couple. C'était impressionnant de voir ce religieux avec une longue barbe grise. Un peu macho quand même. C'était parce que pour sauver son couple, il vaut mieux un peu éduquer le mari pour qu'on n'ait pas besoin de simuler. Hein, c'est Patrick vrai, mais Lemoine. là, je ne crois pas que sa réflexion allait si loin. C'est bien pour ça que je dis ça. Vous êtes d'accord, Charlotte, hein? Complètement, j'adhère. Vous adhérez. Eh bien, dernière question, puisqu'on parle de fidélité. Est-ce que vous êtes pour ou contre le polyamour, Charlotte? Je suis ni pour ni contre. Pour moi, vous voulez dire? Ben oui, bien sûr. Pour moi, j'aimerais bien être pour, mais je crois que je n'en suis pas capable. Jolie réponse. Oui. Bravo. Voilà. Ça montre que vous êtes un petit peu jésuite, Charlotte? Non. C'est compliqué quand même, hein. C'est très compliqué. Oui, vous pourriez accepter, mais vous aimez autant pas savoir, quoi. Non, mais c'est que je crois qu'il faudrait que je sois tellement sûre et rassurée de la relation à l'autre, au couple. C'est-à-dire que ça dépend en fait s'il y a une personne que j'aime dans le lot ou pas. Si c'est avec mon compagnon, il faudrait que je sois tellement rassurée que notre relation peut dépasser tout ça, que ça pourrait. Mais le polyamour avec quelqu'un que vous aimez pas, oui, ça c'est du polyamour. C'est facile, ça. C'est du poly, voilà. Bon, vous pouvez vous poser une question à Patrick Lemoine, il vous écoute, Charlotte. Oui, donc vous étiez sur la question de la fidélité. Bon, la question que je vous poserai, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la fidélité, en fait, la position qu'on peut avoir par rapport à la fidélité évolue en fait dans le temps et qu'elle nous demande, ça demande aussi de nous connaître. Même si on la défend peut-être pas pour les mêmes raisons quand on a 20 ans que quand on en a 50. C'est vrai que, par exemple, chez les adolescents en bande, l'idée même de fidélité est complètement hors sujet.
pratiquement autant chez les garçons que chez les filles. On drague parce qu'on est ado et qu'on va faire des expériences autant que possible. Et puis ensuite, effectivement, il y a le premier grand amour où, en règle, on se jure fidélité. C'est pas toujours respecté, certes. Et puis vient ensuite le temps peut-être des unions un peu plus officielles, Pax, mariage, et le fait d'avoir un enfant. Ou encore, on se repose différemment la question de la fidélité, puisque dans ce cas-là, s'il y a un enfant qui arrive, la fidélité est théoriquement une manière d'assurer la protection de l'enfant. À ce sujet, d'ailleurs, il y a une étude que je trouve très intéressante qui concerne le démon de midi, Oui. qui est très stéréotypé, c'est-à-dire que un couple a des enfants, les élève, tout le monde est fidèle, et puis tout d'un coup, à 45, à 50 ans, il y en a un des deux, plus souvent l'homme, mais quand même un des deux, qui part, qui laisse tout tomber, qui envoie femme, enfant par-dessus les moulins, et qui change de métier, qui change de look, puisqu'il y a même un aphorisme en médecine interne qui dit quand un homme de 50 ans mincit et change de costume et de coupe de cheveux, c'est que soit il a un cancer, soit il a une maîtresse. Il vaut mieux avoir une maîtresse. C'est la poésie médicale, ça. Et donc, on voit que dans cette étude, il a été montré que quand un homme est marié et a un enfant, son taux de testostérone chute. La nature est bien faite parce que du coup, il a moins envie de draguer, il va plus rester avec sa femme et ses enfants pour les nourrir. Mais c'est peut-être parce que son taux d'ocytocine augmente, d'attachement. C'est très probable. C'est très très probable. Mais dans cette étude, ils n'avaient pas mesuré l'ocytocine, mais j'en suis bien convaincu de ça. Et puis, curieusement, quand les enfants partent, eh bien, le taux de testostérone probablement remonte. Et là, il se barre, sachant qu'il y a la testostérone chez la femme comme chez l'homme aussi. Bien sûr. Et que donc, ce serait l'explication de cette espèce de stéréotypie, parce que c'est toujours la même histoire qui se produit à peu près au même moment, de manière complètement étonnante. Ce serait juste une question de testostérone et d'enfants élevés. Voilà la réponse de Patrick Lemoine, Charlotte. Ah bah, je vous remercie. Mais je vous en prie, c'est nous. Merci. Merci Au revoir, d'avoir Charlotte. participé à l'émission. Allez, une petite pause et puis on va donner la parole à un homme maintenant, Fred, qui va parler de fidélité ou d'infidélité. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Patrick Lemoine à l'occasion de la sortie de ce livre et la fidélité, bordel. C'est aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, vous évoquez beaucoup de questions sur cette grande problématique de fidélité. Et on va échanger avec Fred maintenant qui nous a rejoint. Bonjour Fred. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Fred. C'est important pour vous, hein, la fidélité. La fidélité, attention, bien articulé. Oui, voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis né dans les années 70, donc c'est vrai que j'ai été élevé d'un certain côté, quoi, comme on peut l'être à cette époque-là. Donc j'avais beaucoup de a priori et de vues là-dessus. Maintenant, avec le recul, on peut comprendre certaines choses. Bien. Voilà. Alors, je sais pas si vous voulez mon parcours très simple, quand même. Bon, j'ai eu une première expérience où j'ai vécu avec. J'ai pas été marié, ni paxé, ni rien du tout, mais je considère un peu comme la même chose. Très jeune, vers 21 ans, je me suis mis avec quelqu'un, et où là, la fidélité pour moi était importante. Était importante et normale. Donc après, j'avais un grand appétit sexuel et ma partenaire de l'époque me le comblait largement. Donc j'avais pas besoin de tout ça, d'aller voir ailleurs. Après, alors en même temps, il y a la question du besoin sexuel. Et puis, il y a aussi la question du besoin de séduire ou du besoin de conquête, qui sont deux besoins finalement très différents, hein, Patrick Lemoine. Absolument. Et parfois même, c'est la peur du vieillissement. Je me rappelle une jeune femme qui avait eu 3 enfants et qui pensait qu'elle ne pourrait plus plaire. Et qui s'est mise à tromper son mari pour être certaine d'être toujours capable de séduire. Oui, séduire a toujours été plus ou moins là. Ça a toujours été plaisant, mais j'ai jamais passé le cap ni d'aller voir ailleurs. Oui, bien sûr, mais parce que vous étiez à l'aise avec votre pouvoir de séduction. Vous aviez pas besoin de vous prouver que vous séduisiez, donc vous n'aviez pas besoin de passer jusqu'à l'acte. Non, voilà, c'est ça exactement, puisque à la maison j'avais ce qu'il me fallait. Donc après, il est arrivé quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard. Bon, après, c'est vrai que sur le
il y a eu une période de ma vie où j'ai travaillé avec mon ex-femme. J'ai travaillé avec elle, on travaillait H24 sur 24, on avait une entreprise et donc on était donc c'est vrai que les tentations et autres choses sont pas moins fréquentes, mais moins possibles, on va dire. Vous êtes surveillé, vous êtes oui, voilà, c'est ça, oui, peut-être, oui. Ça, je pense que ça joue aussi. Mais bon, elle était un peu jalouse aussi, quand même. Hein. Moi, je l'ai été quelques années, mais pas très longtemps. J'ai vite compris que la peur n'évitait pas le danger. Bah, on sent chez Fred une bonne estime de soi. Enfin, en tout cas, vous êtes à l'aise avec tout ça. Donc, vous n'avez pas besoin de tromper pour vous rassurer. Comme vous n'êtes pas inquiet qu'on vous trompe, parce que vous êtes assez confiant. Non, voilà, oui. Il m'est arrivé une incartade qui a duré quelques temps quand même. Mais là, c'était essentiellement pour un besoin, je dirais, physique. Pourquoi ? Parce que vous étiez avec une femme qui n'avait pas envie de faire l'amour ? C'est-à-dire que je vous parle de ma première relation de 30 ans, où il s'est avéré qu'elle a eu, je sais pas, je suis pas dans sa tête pour pouvoir me permettre de le dire, parce que j'ai moi-même du mal à comprendre cette période où elle avait vraiment plus aucune envie et aucun désir, quoi. C'était voilà, je sais pas. Donc après, il s'est avéré que il y a une autre personne qui est à côté et elle, ça a été purement physique, on va dire. Voilà, c'est tout. Le côté, j'ai toujours aimé, j'aimais toujours ma partenaire, mais voilà. Et donc, vous avez maintenu ces deux relations pendant un certain temps ? Quelque temps, oui. Quelque temps, jusqu'à temps que l'activité reprenne. Jusqu'à ce qu'elle accepte à nouveau de faire l'amour avec vous ? Oui. D'accord. Oui, jusqu'à temps que... Et est-ce que vous diriez que le fait d'avoir pu faire l'amour à côté vous a permis de maintenir la relation ? Est-ce que vous diriez ça ? Certainement. Ça a joué. Certainement, oui, parce que j'avais les deux côtés, le côté à la maison et le côté extérieur. Mais on remarque souvent que les hommes arrivent mieux à cliver ces deux choses-là que les femmes. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas mis à tomber amoureux de cette femme qui vous accordait les besoins sexuels dont vous aviez besoin. Oui, c'est pas. Ouais, non, j'étais pas amoureux. Vous étiez bien avec elle, mais voilà, c'était clair pour vous que c'était une relation hygiénique, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Et la rupture avec cette deuxième a été compliquée ou très simple, très naturelle ? J'avoue que j'ai peut-être pas été le meilleur, le plus sympa, on va dire. Vous n'avez pas été le plus galant. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ou le plus élégant, oui, on peut dire comme ça. J'ai pas été méchant ni quand même non plus, mais disons que oui, j'ai pas été le plus galant. D'elle-même, elle a compris. Et elle était amoureuse de vous, vous pensez ? Je crois. Oui, parce que c'est toujours la difficulté, Patrick Lemoine. Moi, je pense pas qu'on puisse avoir une relation sexuelle longtemps avec quelqu'un sans que au moins un des deux s'y attache, quoi. C'est certain, c'est absolument certain. Je tiens à préciser qu'elle était en couple aussi. Hein. Ah oui. Et alors non, mais c'était pour le dire. Voilà, c'était pas une personne qui était bien sûr, libre, bien sûr. Vous l'avez pas complètement abandonnée. Non. Vous lui avez peut-être fait un petit peu mal au cœur, mais vous ne l'avez pas abandonnée puisqu'elle n'était pas libre. Oui, elle n'était pas à la rue. Je pense que oui, j'ai peut-être fait mal au cœur, mais bien malgré moi, j'ai pas voulu... Non, mais attendez, on va pas vous juger, Frédéric, c'est pas grave, c'est la vie. Hein, Oui, elle était adulte et consentante, malgré tout. C'est ça. C'est ça, oui, effectivement. Après, voilà, quoi, bon, moi, comme pour moi, enfin, il était bien clair dès le départ, j'ai jamais été dans le sens de refaire ma vie avec elle ou autre chose. Non, bien sûr. Mais voyez, vous disiez au début de votre témoignage que pour vous la fidélité était importante, et en fait, on pourrait penser que dans cette relation avec cette femme qui à un moment donné ne voulait plus faire l'amour, vous avez quand même considéré que vous êtes resté fidèle, en tout cas à votre principe, puisque c'était juste un besoin sexuel. Donc on s'arrange comme on peut, au fond, Patrick Lemoine, avec son éthique. Oui, mais alors justement, est-ce qu'elle l'a su, votre partenaire, entre guillemets, légitime ? Non. D'accord.
Non, Oui, non, donc vous avez bien, trop vous avez jalouse. bien clivé les choses de manière à ce que tout soit bien comme il faut, et puis on s'arrange comme on peut, bien Est-ce sûr. qu'au fond de vous, à un moment ou à un autre, vous avez ressenti quelque chose de l'ordre de la culpabilité, ou vous vous êtes dit, au fond, je suis fidèle de cœur, et puis j'ai des besoins sexuels parce que je suis un homme jeune, plein de sève. Alors bon, pour un homme jeune, alors pour dire, c'est arrivé quand même au bout de plus de 20 ans de relation, sans aucune tromperie. Non, mais c'est une Donc, question. non, mais comment dirais-je, c'est arrivé, ça faisait, oui, à peu près Donc, déjà 20 non, ans mais la que j'étais question, avec, et vous la êtes senti culpabilité, oui, un peu quand même. Ah. Un peu quand même. Ça un peu rassure, quand même, oui. Oui. ça rassure. Merci Frédéric, en tout cas, on vous pardonne. Merci Frédéric de ce témoignage. On continue bien sûr après les infos à évoquer la fidélité, l'infidélité avec Patrick Lemoine qui est avec nous. Vous connaissez peut-être un petit peu le principe. En général, c'est la devinette avant les infos. Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. C'est quoi du sexe fast food, Patrick Lemoine? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Patrick Lemoine à l'occasion de la sortie de ce livre et la fidélité, bordel. C'est aux éditions Albin Michel. Vous commencez d'abord par évoquer toutes les sortes d'animaux de la création avec les espèces qui sont fidèles, celles qui ne sont pas fidèles. Alors vous parlez évidemment des fameux bonobos, et vous dites que ce sont de grands féministes. Pourquoi ? Oui. Tout simplement parce que dans un groupe de bonobos, le chef, c'est une femelle. Comme chez les hyènes, comme chez les éléphants. Et force est de constater que ces sociétés matriarcales, féministes, fonctionnent beaucoup mieux que les sociétés patriarcales. Et que le seul exemple... Pas chez les animaux. Chez les animaux, mais le seul exemple que j'ai trouvé donc parmi toutes les cultures humaines, qui est en Chine, chez les Mosso, fonctionne drôlement bien aussi. Imaginez, Brigitte, que c'est une ethnie où dans la langue, le mot meurtre, le mot jalousie, le mot adultère n'existe pas. Et c'est les femmes qui sont aux manettes. Donc, et je ne suis pas démago en disant ça, mais moi je rêve d'un monde qui soit dirigé par des femmes qui dirigent de manière culturellement considérée comme féminine. Parce qu'on ne va pas parler de Catherine de Russie, qui a tout le temps fait la guerre, qui a d'ailleurs trompé abondamment son mari avec son consentement, qui était un vrai mec en fait. Golda Meir, qui était un vrai mec aussi. La Dame de Fer en Angleterre était un vrai mec. Non, je parle des vraies sociétés dirigées par des femmes. Je pense peut-être à Cléopâtre, je pense à Élisabeth Ier, je pense à Marie-Thérèse d'Autriche, qui était une merveille, une immense impératrice, qui était amoureuse de son mari, qui le lui rendait bien. Anne de Beaujeu, c'était pareil. Un couple amoureux qui a dirigé la France magnifiquement et pacifiquement. Peut-être tout simplement des femmes humanistes. Ouais. Et qui assument leur féminité, surtout. Alors, la petite devinette, Patrick Lemoine, avant de donner la parole à Charles, c'est quoi du sexe fast food? Brigitte, je vais vous avouer une chose, vous m'avez plongé dans un abîme d'horreur. J'ai imaginé mon sexe entre deux tranches de pain avec plein de ketchup et de moutarde, et j'aime pas les hamburgers. Bon, donc ça m'a fait très très peur. Vous allez voir, question. la réponse, elle va vous plaire parce que c'est en effet pas terrible. Alors c'est beaucoup d'attente, c'est servi tout ramolli, et on a encore faim après. Vous êtes d'accord? Complètement. Voilà ce que c'est que le sexe fast food. Donc ma vision d'horreur était pas si loin finalement. Non, beaucoup d'attente, servi tout ramolli et on a faim encore après, c'est pas terrible. Bonjour Charles. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour. Alors, vous êtes en couple depuis 3 ans et elle a été infidèle dès le début de la relation. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est dommage parce que c'était le moment où j'étais à fond et que du coup... Vous étiez très amoureux? Ouais. Ça fait mal. Assez vite, je suis tombé assez vite amoureux d'elle et donc voilà. J'ai eu des signes avant-coureurs, mais bon, j'ai pas voulu voir les choses en face et... C'était quoi les signes avant-coureurs? Dans le début de relation, il y a eu souvent où elle m'a mis des plans, m'a posé des lapins, quoi. Et donc, bon, pour le coup, comme moi, j'étais quelqu'un qui, avant, était très infidèle, on va dire,
Bah, du coup, je me disais, mais non, mais si toi tu te montes la tête, tout le monde n'a pas l'esprit mal tourné comme toi, faut que t'arrêtes, c'est bon, deviens pas parano, quoi. Et au final, bah non, bah mes doutes et tout ça, avec le recul, je vois qu'en fait, non, j'étais complètement lucide et je voyais bien les signes, mais bon, j'ai pas voulu prendre garde. Et donc un jour, elle m'a annoncé son infidélité au cours d'une conversation téléphonique. Et puis bah depuis, c'est ultra compliqué, quoi. C'est ultra compliqué. La confiance a beaucoup de mal à revenir. Et voilà. Pour moi, c'est pour ça, je pense que c'est plus destructeur qu'autre chose, l'infidélité. Après, si elle est consentie, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais en tout cas, là où vous avez raison, c'est que très souvent dans les couples, ça détruit beaucoup la confiance. Hein, Mais vous la pensez toujours infidèle? Ouais, des doutes, pas des certitudes mais ouais, je suis très méfiant et comment dire, du coup, je fais attention aux moindres détails, quoi. Et vous êtes toujours amoureux d'elle? Ouais. Oui. Ouais, bah c'est un peu le malheur de l'histoire quelque part, parce que je m'épargnerais bien toutes ces angoisses et ces incertitudes et tout ça qui en plus moi me rendent pas service, parce que il y a un effet pervers derrière, c'est que ça m'enlève l'estime de moi-même, parce que je me dis mais comment tu peux accepter un truc pareil, machin. Et vous la pensez heureuse? Mais Charles... En ce moment, non, je crois pas. Non, mais Charles, elle a l'air peut-être pas tout à fait stable dans sa construction amoureuse. Mais ce qui est important à comprendre, Charles, c'est est-ce que, par exemple, quand vous faites l'amour avec elle, c'est extraordinaire? Est-ce que parce que au fond, on a l'impression que vous êtes un petit peu sous emprise par les sentiments que vous éprouvez pour elle, par la passion que vous avez pour elle. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas trop le choix, parce que si vous la quittez, vous allez beaucoup souffrir. Et au fond, quel intérêt de la quitter pour l'instant? Enfin, me semble-t-il, non? Est-ce que vous lui avez proposé d'aller voir un thérapeute de couple? Pas de couple, mais un thérapeute tout court, oui. D'accord. Mais c'est quand même votre histoire de couple, là, oui, qui est en jeu. C'est le couple qui est malade. Ouais, je sais bien, mais bon, après, aujourd'hui, comment dire, la relation en est on va devoir avoir une relation longue distance, en tout cas, si je l'accepte, quoi. Et pourquoi? Parce qu'elle doit... c'est très difficile. Vous allez plus être dans la même région? Ouais, plus du tout. Là, vous allez avoir du mal à le supporter si vous êtes à distance. Parce que là, votre imagination, elle va aller galopante. Exactement, ouais. Ouais, je suis tout à fait conscient de tout ça, ouais. Si, peut-être que vous pouvez, vous, déjà, aller voir quelqu'un pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes encore si attiré, si attaché, à cette femme qui, quelque part, vous fait quand même souffrir, tout en étant particulièrement... Alors, c'est pas surprenant, hein, on peut être très sexuellement attiré, excité par quelqu'un qui est infidèle. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est vrai, mais Charles nous dit qu'il est amoureux. Il n'est pas que sexuellement attiré. Il est amoureux. Ouais, c'est ça. C'est que... Après, c'est l'attachement que j'ai pour elle, il est aussi à la hauteur de l'investissement personnel que j'ai mis dans la relation. C'est surtout ça. J'ai tellement investi entre guillemets, j'ai tellement investi que... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez par... qu'est-ce que vous appelez par investi? Je saurais pas trop comment l'expliquer. Je veux dire que la relation me tenait vraiment à cœur, comme jamais, on va dire, comme jamais ça m'était arrivé avant. Et oui, mais parce que vous étiez très amoureux. Enfin... Oui. Et donc du coup, j'ai du mal à me dire que j'ai fait tant d'efforts pour rien. C'est-à-dire, vous avez mis beaucoup... Vous avez pas de retour sur investissement, si je comprends bien. Non, mais qu'on comprenne... Excusez-moi, Charles, mais qu'on comprenne bien. Vous voulez dire que vous avez mis du temps à ce qu'elle accepte de sortir avec vous? Qu'est-ce que vous appelez comme... c'est pendant la relation. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez... Quels sont les investissements que vous avez mis dans cette relation, à part votre amour? C'est tout ce qui va avec, en fait. Je ne saurais pas trop comment... Non, mais dites concrètement... Vous voulez dire que vous avez beaucoup mis de vous-même? Oui, c'est ça.
Oui, mais est-ce que vous avez mis de l'argent, du temps enfin, Non, du temps. J'ai donné mon temps, j'ai donné, enfin tout ce qui n'est pas palpable, quoi. J'ai donné beaucoup de ma personne. D'accord, mais parce si qu'au vous voulez. début, quand vous l'avez rencontré, vous l'avez senti avoir besoin d'être secouru, c'est ça? Non, pas du tout. C'est moi qui en avais envie. D'accord, J'avais c'est envie de l'aimer. donc vous parlez de l'investissement amoureux que vous avez mis en cette femme. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller travailler chez un thérapeute et qui va vous permettre de lâcher un peu. Parce que finalement, vous n'y avez rien mis de concret, je veux dire, vous voyez? Ça parle de vous. Ouais. Mais peut-être, si je peux me permettre une petite suggestion, puis après tout, je suis là pour ça. Oui. Avant que vous soyez dans cet amour longue distance, comme vous dites si bien, peut-être vous pourriez faire une espèce de réunion avec elle et de définir un contrat. Qu'est-ce qui est permis à chacun d'entre vous deux? Qu'est-ce qui doit être dit? Est-ce que tout doit être dit ou non? Je pense que vous devez mettre les choses noir sur blanc, faire un papier et le signer tous les deux. Vous n'avez pas l'air convaincu, Charles. Vous pensez que de toute façon, vous ne pouvez pas lui faire confiance, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que je pense que de toute façon, bientôt elle sera plus là et c'est à ce moment-là que je verrai, quoi. En fait. Vous verrez quoi? À ce moment-là, si je suis capable de le supporter ou pas, en fait, tout simplement. Et si je vois que c'est trop compliqué et que je passe mon temps à me poser des questions et tout, dans ces cas-là. Mais pourquoi vous voulez pas vous faire aider par le papier que vous propose Patrick Lemoine? Parce que ça va. Non, j'ai pas dit que je voulais pas. J'ai dit que c'était une option et que j'avais bien écouté et que j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, voilà. Oui, parce qu'à partir d'un papier, au bout d'un moment, disons 6 mois par exemple, vous pourrez dire moi j'ai respecté ou j'ai pas respecté, as-tu respecté ou n'as-tu pas respecté, faire le point régulièrement. Et je pense que, outre effectivement une thérapie personnelle, ça pourrait être quand même pas mal pour votre couple que vous avez l'air de vouloir pérenniser. En tout cas, ça serait pas mal pour vous, Charles, parce que moi je vous ai bien écouté. Je crois que ce que vous ne réalisez pas, c'est que l'amour non seulement rend aveugle, mais surtout nous permet plus d'être rationnel. Et votre témoignage n'est pas rationnel du tout, parce que vous êtes justement envahi par la passion qui vous porte vers cette femme. Et ce que propose Patrick Lemoine, c'est quelque chose de très rationnel. Ouais. Et donc ça peut vous aider à un petit peu mieux comprendre où vous en êtes dans vos émotions et dans vos sentiments. Parce que là, pour l'instant, vous êtes totalement envahi par vos sentiments et vous n'arrivez plus à réfléchir de manière concrète. Et c'est pourtant ce qui est important. Bien sûr que c'est difficile quand on est dans les sentiments d'être concret, mais en même temps, c'est quand même comme ça qu'on arrive à diriger sa vie et notamment sa vie amoureuse, évidemment. Voilà, Charles. Ok, c'est très gentil en tout cas. Merci. Bon courage. Merci, Charles. Et bon courage, en merci effet. beaucoup. Au revoir. On fait une petite pause et puis nous allons rêver dans un instant, Patrick Lemoine. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Lemoine est avec nous, vous êtes psychiatre. Alors je sais que vous aviez écrit un livre sur le sommeil ou les rêves, je ne sais plus, Oui. et dans lequel vous disiez d'ailleurs, alors rappelez-moi le titre parce que je ne l'ai pas sous les... sous les Plusieurs, yeux. mais il y en a un qui est plus particulièrement là-dessus, c'était... j'ai perdu 20 000 lieues sous les rêves. C'est ça. Et vous n'étiez pas très convaincu que les rêves ont une signification, hein, autant que je me souvienne. Et puis Que vous tous êtes les rêves ont une Oui, voilà. signification. Eh bien, on va voir avec le rêve de Samuel qui nous a rejoint. En tout cas, comme tous les vendredis, je vais d'abord vous donner une petite symbolique de quelque chose qui revient souvent dans les rêves. Et on va parler de la voiture. C'est vrai que la manière dont on conduit sa voiture peut indiquer la manière dont on conduit sa vie. Et ça, même concrètement, hein, pas seulement dans les rêves. On sait qu'il y a des gens qui vont conduire plus prudemment que d'autres, etc., etc. Bref, en tout cas, rêver d'un accident de voiture, ça n'a évidemment rien de prémonitoire, c'est important de le dire. C'est néanmoins un signal qu'on peut peut-être prendre en compte sur sa manière de diriger son existence. Par exemple, si vous heurtez un obstacle, ça indique peut-être que vous devez agir en réfléchissant un peu plus. Bref, vous voulez aller en avant, mais vous partez en marche arrière. Peut-être qu'il faut remettre en cause votre comportement.
vos pneus sont dégonflés, ben vous êtes peut-être à plat ou en tout cas vous manquez d'énergie, vous vous trompez de direction, vous avez du mal à freiner, votre vie est sans doute un peu trop effrénée. Et puis si c'est quelqu'un d'autre qui conduit, peut-être devriez-vous reprendre votre vie en main. Bref, toutes ces difficultés indiquent une défaillance de l'équilibre psychique. Et quand vous tombez en panne sèche, Brigitte? Par exemple, oui, peut-être que votre libido a besoin d'un peu de testostérone. Exactement. N'est-ce pas? Et puis voilà, quant au train, on pense évidemment à toutes ces expressions populaires, hein, le train-train quotidien, une vie à un train d'enfer, à fond de train, être en train, enfin... Bout en train. Bout en train, absolument. Bon, bref, voilà. Maintenant, nous allons écouter Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous Samuel. Alors moi en ce qui concerne le rêve que j'ai sélectionné, j'ai hésité pas mal parce que je les note tous dans un carnet. Bravo. Enfin, ce dont je me souviens en tout cas, il m'arrive parfois, d'ailleurs c'était dans les toilettes à 3h du matin, de taper sur mon téléphone quelques éléments simplement pour pouvoir me souvenir de quelque chose. Vous avez raison, parce que c'est fou à la vitesse à laquelle nos rêves s'évanouissent. Absolument, comme rosée au soleil. C'est dingue. Hein. Alors, et moi, votre onirothèque, il y en a combien? Là, ça fait plusieurs pages. Hein. Là, il y en a, je sais pas. Là, ça a été difficile de sélectionner, encore une fois. J'en ai une cinquantaine, quoi. D'accord. Vous êtes loin du Guinness, quand même. Je connais des onirothèques de plus de 15 000 rêves. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, c'est avec des thèmes récurrents. Hein. Il y a des choses qui reviennent. D'ailleurs, vous parliez de la voiture tout à l'heure, Brigitte. La voiture revient fréquemment dans mes rêves. D'ailleurs, dans celui que je vais vous raconter, la voiture arrive à un moment, vous allez voir. Alors, simplement, c'est un rêve qui se passe dans Paris. Alors moi, j'ai habité Paris pendant 25 ans, mais ça fait à peu près 2 ans que j'ai quitté la ville. On est dans une espèce de chaos, un chaos Quand total. vous dites on est, c'est la population de Paris ou c'est... La population de Paris, oui. Ouais. Et la cause de tout ça, c'est une exposition. Alors je peux peut-être dire en introduction que mes rêves ont très souvent, pas toujours, mais un caractère loufoque, dans le même genre que dans les films de Chaplin ou Buster Keaton. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que j'aime vraiment le cinéma muet? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a très souvent des éléments loufoques qui me font rire, même pendant le rêve. Donc, on est donc dans Paris, c'est le chaos, et il y a une exposition de pâtisseries dans la bibliothèque d'université. Elles sont exposées comme des bijoux dans un écrin. Comme on expose aussi des vêtements, des choses comme ça. Dans le même temps, il y a une tempête qui fait s'envoler les voitures, retomber les voitures par terre, des toits de maisons s'envolent, etc. C'est la panique la plus totale. Moi, dans un premier temps, je circule à bicyclette et je constate les dégâts. Il y a d'ailleurs 2 gens qui s'en prennent à des camions qui viennent ravitailler en pâtisserie. Et ils s'amusent tous beaucoup de leur forfait. Et je me retrouve d'un seul coup dans la fameuse bibliothèque, dont les issues ont été condamnées pour se protéger des pilleurs. À l'extérieur de la bibliothèque, il y a beaucoup de gens, dont des jeunes, qui me font des signes par les fenêtres. Et j'ai de la peine pour eux, et je leur envoie des pâtisseries en leur balançant comme ça. Je regarde ensuite par la fenêtre de la bibliothèque, j'aperçois mon épouse qui approche, mais je la préviens en hurlant au tout dernier moment qu'un véhicule va tomber du toit de la bibliothèque. Elle se recule, elle évite la voiture de justesse. Dans cette voiture, il y a une femme et son enfant qui vont périr parce que sur le trottoir, il y a un égout et la voiture va s'enfoncer dans l'égout tout doucement. Ensuite, je sors de l'université, je reprends mon vélo, je croise systématiquement, je fais le tour de l'université, je croise systématiquement un policier en uniforme qui n'arrête pas de faire le tour du campus en marchant au milieu de la route de manière mécanique et presque militaire, un petit peu comme les gardes de Westminster à Londres. Oui. Et voilà, et je m'amuse beaucoup de l'ambiance, de chaos généralisé, tout en ayant peur pour ma femme, en me disant mais tiens, où est-elle? Et je pense aussi aux enfants, mais je sais qu'ils sont à l'école, donc c'est pas très grave, et là je me réveille. D'accord. Est-ce que vous êtes un rêveur lucide? Oui, je peux décider de choses. C'est-à-dire quand vous rêvez, vous savez que vous rêvez, et de temps en temps, vous pouvez même prendre les manettes. Oui. Par exemple, là, le fait qu'il y ait une femme dans sa voiture avec des enfants, avec un enfant, je l'ai décidé. Je me suis dit,
Je sais pas pourquoi, hein, mais et très souvent ça m'arrive. J'ai une prise de décision à ce moment-là, et elle est lucide. Et vous êtes un universitaire? Non, mais Vous aimez étudier. Vous avez un bagage universitaire? Je suis en doctorat actuellement. En fait. Ah, d'accord. Et moi, comme ça, la première intuition qui m'arrive en écoutant votre rêve, je pense que ça a un rapport peut-être avec la Covid. Ah oui? Est-ce que vous avez, pendant qu'il y a eu cette épidémie, même si je sais qu'elle est encore là, mais est-ce que vous avez eu le sentiment comme ça que ça pouvait changer le monde? Est-ce que j'ai eu le sentiment que ça pouvait changer le monde? Ou en tout cas, est-ce que ça a changé des choses dans votre vision du monde Alors oui, ce qui m'a le plus étonné, c'est que ça a changé la vision du monde de beaucoup de gens. En réalité, l'idée de repenser sa vie, de la considérer plus lentement, de l'apprécier d'une autre manière, moi, c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps. Et quand j'en parlais, justement, il y a toujours eu un décalage par rapport aux autres. Les gens me disaient, bah oui, mais enfin, il faut bien vivre, il faut bien aller au boulot, etc. Enfin, voilà, les choses, c'est bien de s'arrêter, c'est bien de penser, c'est bien de lire, mais il faut aussi agir. Et je trouve que dans mon entourage, beaucoup de gens ont changé par rapport au Covid, et que maintenant, je suis moins en décalage avec la société. Moi, je suis parti dans une autre direction que Brigitte sur votre rêve, parce qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture d'un rêve. Mais bon, vous êtes en cours de doctorat, et on sait que le doctorat, c'est une période très difficile, parce qu'on est 3 ans tout seul, on n'est plus sur les bancs de l'université, on n'a plus personne ou presque pour vous aider, et c'est une sorte de confinement qui a dû, à mon avis, finalement le Covid, je suis pas sûr que ça ait tant changé de choses pour vous, parce que vous êtes en doctorat. Donc pour moi, l'idée d'avoir un chaos partout dehors, il n'y a qu'à l'université où il y a des choses très bonnes à manger, qui sont dans des écrins, qui sont solides, c'est une façon de dire, bah, finalement, je bosse, je suis tout seul, mais au moins, je suis en train de faire du solide pour l'avenir. La preuve, c'est qu'à l'extérieur, les seuls qui s'en sortent bien, pour lesquels les diplômes universitaires vont tomber du ciel, c'est votre femme et votre enfant. Et donc, vous êtes en train de sauver leur avenir. Et moi, je le vois comme un rêve extrêmement positif, presque manipulé, puisque, vous le dites bien, vous êtes un rêveur lucide qui est capable de diriger vos rêves et donc d'en faire ce que vous voulez. Et donc, à mon avis, vous êtes en train de vous rassurer sur la réussite de votre thèse et la réussite de votre famille. On va faire une petite pause. Samuel, vous direz si tout ça vous parle. Mais en tout cas, je pense qu'en effet, c'est plutôt un rêve positif. Là-dessus, on peut déjà vous rassurer. On se retrouve dans un instant avec Samuel. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Patrick Lemoine, auteur de ce livre et La fidélité bordel, et de bien d'autres livres, dont des livres sur les rêves, évidemment. Samuel, on vous retrouve. Alors, est-ce que ce que vous a dit Patrick Lemoine, ça vous parle? Alors oui, ça me parle d'autant plus que ce doctorat est un changement de vie professionnelle. Eh oui. Et voilà. C'est-à-dire que je change de voie complètement. Mais vraiment radicalement. C'est un doctorat en quoi, si je ne suis pas indiscret? C'est un doctorat en psychanalyse. D'accord. Oui, mais voyez, moi, ce qui m'avait fait, c'est pas banal. Ce qui m'avait fait partir sur le Covid, c'était parce que vous avez quitté Paris il y a 2 ans. Mais en effet, ce que vous dites, Patrick Lemoine, ça semble tout à fait correspondre, cette bibliothèque dans laquelle il y a des pâtisseries, etc. Mais en effet, moi, je suis d'accord. Hein, vous êtes de toute façon hors de danger, vous. Oui. Dans votre rêve, c'est clair. Et en plus, vous savez même mettre votre couple hors de danger. Je le vois extrêmement positif, ce rêve. Oui, et puis il y a cette idée de... Je me demande s'il n'y a pas une idée de transmission avec le fait d'envoyer les pâtisseries aux jeunes. Absolument. Exactement, bravo. Je pense que ce sont vos futurs cours. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors la pâtisserie, ça s'explique sans doute par le fait que je suis très gourmand et ça se voit. Et puis, oui, si c'est moi qui ai fait ce rêve, ça aurait été du saucisson, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est phallique, hein, les saucissons, attention. Hein. Bon, alors on va dire du jambon fumé. Et la voiture, l'accident de voiture, c'est peut-être lié. Alors, je vous ai dit que la voiture revenait très souvent dans mes rêves. C'est en fait mon premier rêve traumatique, petit.
le premier rêve dont la première chose dont je me souviens. Pardon, je dis une bêtise. C'est mon premier souvenir traumatique. C'est-à-dire que ma mère a eu un accident de voiture avec moi dans la voiture à 2 ans et demi à peu près. Oui. Et c'est mon premier souvenir. Et mon premier souvenir est un. Et traumatisme. d'ailleurs, vous voyez bien, la femme et l'enfant, le bébé tombent dans les égouts. Ouais. Donc on Oui. voit bien que le traumatisme, est encore quand même présent dans votre rêve. Et c'est peut-être ce qui vous a Mais en même poussé temps, à Samuel nous aller. a dit qu'il s'enfonçait doucement dans les égouts. C'était Oui, c'était pas une bien vision sûr, mais d'horreur. enfin, Mais c'est quand même effectivement une disparition. votre femme vous l'a sauvé, mais la voiture n'est pas sauvée avec la femme et l'enfant Ouais. dedans. Hein. Donc on voit Oui. bien que, voyez. Bon, enfin, cela dit, Samuel, je ne sais pas si vous aviez vraiment besoin de nous pour interpréter votre rêve. Hein. Non, je crois qu'il est assez clair, oui. Enfin, en tout cas, vous semblez être assez clair avec, hein, parce que bon, pour écouter tous les vendredis quelqu'un qui me raconte de son rêve, vous êtes bien le premier à vous-même interpréter des morceaux de votre rêve. Et alors, pourquoi la bicyclette et non pas la voiture? Parce que c'est moins dangereux ou parce qu'il faut pédaler pour arriver avec vous? Alors, si Ah si oui, je alors peux ça, donner mon c'est- interprétation, c'est que Samuel, il est encore petit, il est en cours de thèse, il n'est pas encore grand, donc il est toujours en vélo comme un petit, il n'est pas encore en voiture. Ah, c'est bien, c'est à 45 ans, c'est bien. Bah oui, oui, un grand ado. Et donc, qu'est-ce que vous diriez de la bicyclette, Samuel? Alors là, je vous avoue que oui, peut-être qu'il y a un retour à quelque chose d'un peu, oui, enfantin, oui. C'est très probable. Et quand on est en thèse, on est à nouveau un étudiant, on est encore un enfant, on n'est pas encore tout à fait adulte, parce qu'il y a des maîtres, il y aura un jury de parents qui vont vous juger, qui vont avoir un bel uniforme, une robe, etc. Et Vous des savez, moi, policiers qui peuvent juger j'ai aussi. fait ma thèse, j'avais plus de 50 ans, et ça a été un rajeunissement pour moi de me fait retrouver une avec thèse une carte d'étudiant. Vous avez fait une En thèse de neurosciences. quoi? Neurosciences. Et après l'HDR, ça c'était, vous savez, ma fierté à plus de 50 ans de sortir ma carte d'étudiant pour payer 1 euro de moins au cinéma, c'était génial. Il faut peut-être préciser que l'HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches. Absolument. Et je comprends là, ce souffle de renouveau, mais en fait, c'est changer de vie, c'est un souffle de renouveau, et du coup, Absolument. en plus, je dis bicyclette, hein, je dis pas le vélo. Enfin, j'ai un côté un petit peu, Oui, vous voyez, désolé. un petit peu désuet. Ouais. D'accord. Bah écoutez, Samuel, avancez et avancez en pédalant avec C'est beaucoup ça. d'énergie. Et Mais je pense, dirigez bien vos rêves. et j'ai l'impression que vous êtes bien parti en tout cas. Hein. Merci. Merci de cet échange en tout cas, Samuel. Merci Merci beaucoup. à vous deux. Et puis on voit quand même que quand on a un invité qui connaît un peu les rêves, c'est plus simple parce que parfois j'ai un invité qui n'est pas du tout dans la connaissance des rêves et c'est vrai que là, c'est... Oui. Pour rectifier un petit peu ce que vous disiez, je ne crois pas à des rêves symboliques pour tout le monde. C'est-à-dire chacun a ses symboles en fonction de son histoire, de sa culture. Oui, bien Et sûr. puis quand même, 95% des rêves n'ont qu'un sens, n'ont qu'un symbole. Mais c'est vrai que ceux dont on se souvient, qui sont élaborés, construits comme celui-là, forcément, il y avait une symbolique chez Samuel. Bien sûr, et puis quelqu'un qui a envie de me raconter un rêve, c'est forcément un rêve qui Absolument. signifie quelque chose. Tout à C'est fait, pas tout à fait le d'accord. rêve. En revanche, on sait très bien par de nombreuses études que toutes les nuits, on rêve plein de trucs du quotidien qui sont d'une banalité Absolument, affligeante. mais qui qu'on permettent vire. on vire, Ça et- permet de ne pas trop charger la mémoire. Absolument. Eh bien, on va continuer avec Marc Vella, qui est avec nous par téléphone, auteur de ce livre assez surprenant, Patrick Lemoine. Ça s'appelle Le Pass salutaire. Alors, Wow, vous d'accord. imaginez bien le jeu de mots, mais on a l'habitude avec vous, hein, Marc Vella, vous savez jouer avec les mots. Bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes évidemment l'auteur de ce livre Éloge de la fausse note. Vous avez aussi créé cette école de la fausse note, hein, parce que vous considérez, Marc Vella, et je crois que ça va vous plaire, ça, Patrick Lemoine, que dans notre vie, on fait des erreurs, il y a des échecs, et que c'est normal, et que on en apprend aussi beaucoup. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une symphonie où il n'y a que des accords parfaits. Oui, c'est exactement ça. Je précise que Marc Vella est pianiste, Ah, je ne savais pas. et qu'il a eu un prix au conservatoire. Donc, Non, il faut des dissonances, sinon c'est affreux. C'est indispensable, effectivement. C'est tout dans ce livre, Le Pass salutaire, j'essaie d'expliquer qu'effectivement, ce qui va dépendre de notre salut, ce sont justement les fausses notes. Et dans un paradigme de société aujourd'hui où on voudrait
éradiquer les fausses notes, voilà, par différents stratagèmes que cette société utilise, que le système utilise. Eh ben, on n'éradique pas trop les fausses notes, on éradique surtout la vie. Donc ça, c'est très inquiétant. Oui, enfin, on comprend évidemment le jeu de mots du titre du livre, le pass salutaire. Vous revenez beaucoup sur toutes les privations qu'ont provoqué la Covid et tout ce qui a entravé notre liberté et notre liberté de vivre, de jouir au sens large du terme. Oui, absolument. Cette jouissance qui est beaucoup plus, qui a une dimension beaucoup plus importante, effectivement, que la sexualité, même si, effectivement, indéniablement, c'est une réalité. Cela dit, la jouissance, c'est une conscience, c'est une présence, c'est un état d'être, si je puis dire. Et fondamentalement, ce qu'il faut se poser comme question, c'est le temps de la vie humaine. Notre vie, on s'imagine que quelques décennies, c'est très long, alors qu'en réalité, la vie humaine, à l'échelle d'une étoile, c'est 2 secondes, 3 secondes. En fait, on vit presque rien. Et donc, cette privation, tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années, ces derniers mois, ont été une atteinte, pour moi, profondément à notre souveraineté, et puis à ce temps de vie qui est sacré. D'ailleurs, il y a quelque chose, vous jouez sur le mot peur, vous dites le mot peur, c'est peu de air, donc peu d'air au sens l'air qu'on respire. J'ai trouvé que c'était assez joliment. Très joli. Vous êtes d'accord, Patrick Tout Lemoine? à fait. C'est même poétique comme jeu de mots. Oui, mais c'est pas vraiment un jeu de mots. C'est plutôt inspiré de la langue des oiseaux. Cette langue des oiseaux que vous maîtrisez très très bien, Marc Vella. Vous êtes un alchimiste, Marc? Voilà, très bien. Je vois très bien que vous savez ce que ça veut dire. Et cette langue des oiseaux, beaucoup de gens, quelques personnes ricanent, pensent que c'est un truc un peu New Age, un truc à la mode, on joue avec les mots, alors qu'en fait, pas du tout, c'est quelque chose de très ancien. On retrouve ça dans la mythologie grecque, avec le mythe de Tirésias, la déesse Athéna qui avait donné le don de la langue des oiseaux. On retrouve ça dans l'histoire de Salomon, le roi Salomon qui pratiquait cette langue, la langue des dieux. Et effectivement, c'est la langue des alchimistes. Oui. Donc, c'est une langue qui nous permet d'entendre, de décoder des choses à travers les mots, la musique des mots. Par exemple, si on entend la vie est méchante, mais on peut entendre aussi la vie aime et chante. Absolument, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi chez les chamans. Ce qui est intéressant pour un musicien, c'est qu'effectivement, maîtriser la langue des oiseaux permet, puisqu'on est en alchimie, d'arriver à la pierre philosophale grâce à la montée chromatique finale qui permet d'arriver à l'œuf philosophal. Absolument, c'est absolument vrai. Et toujours est-il que dans ce livre, en fait, j'essaie d'inviter nos lecteurs, le lecteur à rencontrer et à aller vers lui-même dans cette descension et dans ce chemin de fréquence vibratoire à travers un intervalle qui s'appelle la quinte. Comment on va s'harmoniser. D'ailleurs, cet intervalle est très, très, très puissant parce qu'on le retrouve dans toutes les musiques, dans toutes les traditions, autant chez les peuples premiers que dans nos musiques. Beethoven, quand il commence la lettre à Élise, il commence par un mi, il termine par un la, et c'est ce thème très célèbre, en fait, se construit sur une quinte. Et donc, cet intervalle, en fait, il est là pour harmoniser les dissonances et il permet aussi de faire des dissonances. C'est tout un jeu, de cette danse de la vie qui va de l'harmonie à la dissonance et de la dissonance à l'harmonie. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est ennuyeuse, cette lettre à Élise? C'est joli, si, j'aime bien, moi. Oui, pas tant que ça, en fait, parce que, effectivement, le premier mouvement peut l'être, mais le deuxième mouvement est beaucoup plus sauvage, si je puis dire. C'est ça, mais le premier, on l'a tellement entendu, et tellement entendu mal jouer, que c'est vrai qu'elle gonfle au bout d'un moment. Après, cela dit, il y a eu des variations et des compositeurs qui se sont amusés à la transformer. Donc, ça reste quand même malgré tout un thème très très important dans la musique parce que il nous allume. Tout ça pour dire, en tout cas, d'expliquer au lecteur du pass salutaire, c'est de lui dire que nous ne sommes pas coupables d'être finalement dissonants. Ce qu'il faut entendre, c'est que ce qu'on nous a appris et depuis notre plus tendre enfance, c'est que notre insuffisance, quelque part, parce qu'elle a été pénalisée, notamment à l'école, finalement, c'est quelque chose de coupable. Et on traîne ça toute notre vie, peut mieux faire, insuffisant, et un peu comme une tare.
Et ce qui nous amène du coup à avoir un regard sur l'être humain qui est terrible, voilà, de ces êtres insuffisants, coupables de l'être, jusqu'à même prononcer, je crois, des êtres non essentiels, inutiles, ceux qui ne sont rien. Oui, mais votre livre, pour revenir sur ce livre, le Pass salutaire, Marc Vella, il est assez révolutionnaire parce qu'en fait, vous agacez beaucoup contre notre société depuis 3-4 ans qui nous empêche de jouir, hein, puisque vous avez même tout un chapitre et avec des jeux de mots sur jouissance. Qui manque de sens, hein, au sens... Bien sûr. Et je crois que c'est un peu ça, quand même, le propos du livre. C'est pas nouveau, Brigitte, en fait. Ce qu'on voit bien, c'est que je dirais que le travers humain, c'est ce côté persécuteur, inquisiteur du jouir, l'intégriste, celui qui nous surveille. Et aujourd'hui, ce travers est en train de remonter à la surface de manière absolument effrayante. Je me dis, moi, mais vraiment, après, toutes ces poésies, ces tableaux, ces livres de conscience, ces documentaires sur la beauté humaine, sur la beauté du monde, comment on peut retomber encore dans ces travers de persécution? Oui, mais en même temps, les gens aujourd'hui ont de plus en plus peur de s'engager, peur d'aimer, ils sont aussi un peu responsables. Je veux bien que la société nous conditionne à avoir peur de tout, bien sûr. Mais enfin bon, moi j'ai parfois un peu l'impression qu'on est des enfants gâtés, que quelque part on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand même d'être malgré tout assez libre par rapport à d'autres endroits du monde. Et au fond, c'est presque, je dirais, c'est presque une sorte de retour du refoulé qui se passe avec ces gens qui s'accrochent à une sécurité qu'on a quand même plus que dans bien des pays du monde. En tout cas, pour en revenir à cette question du confinement, cette privation de liberté, il faut bien l'admettre, j'ai donc beaucoup suivi des individus, mais aussi des couples en téléconsultation à l'époque, et j'étais très frappé qu'en réalité, c'était un moment de vérité. À savoir que j'ai vu des couples qui étaient au bord de l'explosion, qui se sont complètement retrouvés et qui sont repartis pour une nouvelle vie grâce au confinement. Et au contraire, des couples qui avaient l'air d'aller qu'à un cas, quand ils se sont retrouvés en tête à tête dans un huis clos tragique, diabolique, qui ont explosé. Et donc, je crois que ce confinement, je ne sais pas si on ne devrait pas l'imposer tous les 30 ans à la population mondiale. Mais en tout cas, ça nous a renvoyé à notre monde intérieur. Absolument. Le huis clos, c'est quand même intéressant pour un couple ou pour une famille. Je trouve que ça nous a renvoyé à notre monde intérieur. Marc Vella, alors vous, votre monde intérieur, il est riche, mais peut-être qu'il y a trop de gens dans notre société qui, justement, sont dans les fuites, les addictions. Il faut savoir aussi qu'il y a des discours de nantis. Moi, je me considère comme un nanti. J'avais un jardin, et pour moi, le confinement, c'est un moment magnifique de douceur où on s'est retrouvés en famille. Ça a été absolument génial. En revanche, si j'avais été à 7 ou 8 dans le 9-3 avec dans un 40 mètres carrés, peut-être que j'aurais pas le même discours. Donc c'est vrai que les circonstances peuvent se prêter à ce que je dis ou non. Oui, enfin, je suis bien d'accord avec tout ça. Il est clair en tout cas que malgré tout, moi j'en reviens toujours à la préciosité de ce qu'est l'être humain. Notre existence, elle dure 3 secondes, il ne faut pas se leurrer. C'est très court la vie humaine, c'est un claquement de doigts. Et donc, encore une fois, c'est précieux nos instants. Et vraiment, toute cette période, bien sûr que le confinement, il y a eu des moments, même pour moi, ça m'a permis d'ailleurs d'écrire le livre, ça m'a permis de faire même des travaux, de faire beaucoup de choses, de faire de la musique, d'écrire de la musique. Mais en attendant, emmerder les gens, quand on vit 3 secondes, il y a quelque chose qui, pour moi, cette maltraitance, qui n'est pas effectivement que chez nous, elle est planétaire, parce qu'il y a des pays où les situations sont bien plus dramatiques évidemment que chez nous. Mais cela dit, c'est toucher pour moi à, je dirais, au sacré de ce que nous sommes. Un être humain, c'est une fois dans l'histoire de l'univers, on ne se répétera jamais. Donc c'est prendre conscience qu'un individu, il mérite de vivre et d'aimer et de jouir. En tout cas, c'est un beau livre. On peut puiser comme ça des jolis mots, le langage des oiseaux, on en a parlé. Ça s'appelle Le Pass salutaire. C'est aux éditions Le Petit Chemin. Si vous voulez vous le procurer, je pense qu'il faut aller sur Marc Vella. Vous tapez Marc Vella et vous pourrez savoir comment vous procurer ce livre. Merci beaucoup, Marc Vella.
Voilà, à bientôt. Merci beaucoup à vous deux. Je terminerai une chose. Quand Édouard Philippe a dit qu'il fallait durcir le confinement, ma femme m'a dit quand tu veux. Merci Marvella, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve avec Patrick Lemoine qui est avec nous. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Lemoine est avec nous. Nous évoquons la fidélité dans cette émission et nous en avons parlé tout au long à l'occasion de ce livre et la fidélité bordel aux éditions Albin Michel. Et on va terminer par un petit test avec Émilie, Patrick Lemoine. Vous verrez si vous serez d'accord ou pas avec ce qu'elle nous dit. On va savoir, Émilie, si vous avez besoin de beaucoup parler ou pas. Et donc, vous allez répondre à 10 questions. À chaque fois, je vous propose 3 réponses. D'accord, Émilie? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour, Émilie. Eh bien, on va commencer par la première question. Vous êtes en train de vous promener dans la nature avec votre... que faites-vous? Est-ce que vous admirez le paysage? Est-ce que vous exprimez votre joie d'être avec votre compagnon? Ou est-ce que vous prenez des photos pour les envoyer à vos amis? J'admire le paysage. Vous admirez le paysage. Vous êtes concentré sur un travail, sur votre ordinateur. Votre partenaire vient pour vous parler. Petit A, vous continuez tout en l'écoutant d'une oreille. B, vous lui signalez que vous êtes occupé. 3, vous stoppez tout pour l'écouter. Je l'écoute d'une oreille. Continuez à l'écouter. D'accord. Troisièmement, vous allez aller à la pêche. La pêche avec les poissons. Pour vous, c'est méditatif, ennuyeux, sympathique à l'occasion. Sympathique à l'occasion. Quatrièmement, vous devez faire votre déclaration d'impôt un peu compliquée. Petit A, vous râlez durant tout ce temps. B, vous êtes très concentré et vous oubliez tout le reste. C, pas certain d'y parvenir, donc vous faites appel à quelqu'un. Je pense que je vais rester concentré et y parvenir. D'accord. 5, lors d'une soirée, quand le silence s'installe, vous pensez que c'est parfois utile, petit A. Petit B, tout dépend des invités. C, c'est sans doute parce que l'ambiance est mauvaise. Tout dépend des invités. D'accord. 6, on vous propose une promotion. Tout de suite, vous appelez votre partenaire pour partager la bonne nouvelle. B, vous demandez l'avis de quelqu'un de proche. C, vous vous isolez pour réfléchir vraiment. Je vais appeler mon partenaire. Tout de suite, d'accord. Quand vous regardez un film, petit A, vous pouvez tout de même répondre au téléphone, éventuellement. B, plus rien ni personne ne peut vous déranger. C, vous continuez à surfer sur votre téléphone ou vous feuilletez un magazine. C'est pas bien, mais je surfe sur mon téléphone. C'est pourquoi c'est pas bien, c'est votre droit. Oh, bah, c'est bien d'être fait quand même. À quoi ça sert de se parler? Petit A, à créer du lien. B, à transmettre des informations. C, un peu des deux. Un peu des deux. Et 9, quand vous avez des soucis, petit A, vous préférez en parler à des amis. Petit B, vous prenez le temps d'y réfléchir et si besoin, vous en parlez à votre meilleur ami. C, vous préférez penser à autre chose. Après tout, la nuit porte conseil. Je prends le temps d'y réfléchir et j'en parle à ma meilleure amie. Alors, dernière question. Vous dînez avec votre partenaire dans un bon restaurant, le silence s'installe. Petit A, vous vous regardez les yeux dans les yeux. Petit B, vous plongez dans vos pensées. Petit C, vous pensez que votre partenaire a des soucis. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Je crois qu'on est un petit peu à mi-chemin. Je vais faire le calcul rapide. 3 x 3, 9... 12, 15, 20, 25. Oui, exactement. On est juste à mi-chemin. Donc, vous êtes assez équilibré entre votre besoin de parler et puis votre capacité à ne pas être dans un besoin continuel de parler. Parce que quand on a trop besoin de parler, quelque part, on est un peu envahissant. Mais quand on n'a pas du tout besoin de parler, on est un peu introverti. Et là, c'est entre l'écran de fumée et puis le feu éteint, quoi. Voilà, donc Émilie, bravo, vous êtes entre les deux. Et on a vu dans vos réponses que parfois ça allait un peu trop dans un sens, et puis parfois un peu trop dans l'autre, mais qu'en final, vous êtes assez équilibré. Voilà. Oui, c'est un peu l'histoire de la vie, de trouver l'équilibre, pas toujours évident, et puis ça dépend les moments. Et... Visiblement, vous y arrivez bien. Bon, merci en tout cas, Émilie. Alors pour conclure, oui. Patrick Lemoine, on va revenir sur ce livre et la fidélité bordel aux éditions Albin Michel.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent, à part lire votre livre, bien sûr, évidemment. Premier conseil, forcément. Et d'ailleurs, je peux conseiller parce que c'est un livre tout à fait riche et intéressant. Mais est-ce que vous pensez que on a intérêt à faire ce travail sur soi pour savoir ce que ça signifie pour nous, la fidélité, l'infidélité, parce que finalement, on est peut-être un peu trop marqué par notre éducation, notre culture. De toute façon, je ne connais pas un seul être humain sur la planète qui ne soit pas marqué par son éducation et sa culture. Donc tout dépend de quelle éducation on est né. Je me rappelle d'une de mes profs de psychiatrie qui disait « J'aimerais pas que mes enfants épousent un fils de divorcé parce que c'est une maladie héréditaire. » C'est ce qu'on disait il y a une quarantaine d'années. Ça m'avait beaucoup marqué, cette notion de maladie héréditaire qui était en fait une maladie culturelle dans son esprit. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, elle n'a jamais fait d'enfant du coup, cette dame. Donc je pense que la question doit se poser à un moment ou à un autre, effectivement. Suis-je fidèle? Ai-je envie que l'autre soit fidèle? Est-ce que c'est pas un problème? Suis-je jaloux? Suis-je cocu? Il y a plein de questions. N'oublions pas quand même que dans presque toutes les nations du monde, la pire insulte, c'est bâtard. Et bâtard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des parents a été infidèle. Et que l'enfant n'est pas légitime. Légitime, ça vient de loi. Donc les mots ont beaucoup de sens dans ce domaine-là. Et donc cette question, j'ai la prétention de dire que la question de la fidélité est la plus importante de tous les temps. Et d'ailleurs, ce terme fidélité n'est pas uniquement valable pour le couple. Hein. On est fidèle à ses Je commence par l'exemple est... de Louis VIII, le père de Saint-Louis, de Louis IX, qui est à l'article de la mort, alors que c'est le lion, qu'il a 30 ans, qu'il est en pleine forme, mais bon, il y a une épidémie. Il revient le combattre, ça fait 9 mois qu'il n'a pas vu son épouse Blanche de Castille. Il est en train de mourir, et à l'époque, on pensait que le roi, quand il était jeune, il devait avoir une grosse activité sexuelle. C'était le mâle alpha. Et donc, il glisse dans sa couche une jeune fille très belle et très vierge. Il la repousse avec horreur en disant « Je préfère aller en enfer plutôt... je préfère mourir plutôt que d'aller en enfer à cause de ce péché mortel qui est l'adultère. » Donc, il est mort de sa fidélité. Et ça, je trouve que c'est étonnant, parce que ce mec était très fidèle à sa femme, mais alors en revanche, quand il faisait des contrats avec les Juifs et les Lombards, et qu'il déchirait le contrat pour pas leur rendre les sous, il était complètement infidèle à sa parole donnée. Donc on voit que la fidélité est à géométrie variable. Exact. Henri IV, il a abjuré 5 fois sa religion. Il n'était pas très fidèle à son Dieu. Voilà. En tout cas, merci d'être fidèle à cette émission, Patrick Lemoine. C'est un vrai bonheur. Et franchement, il y a beaucoup d'informations dans ce livre qui est franchement très riche. Vous avez fait un vrai travail. Voilà. Et on comprend bien avec le titre de quel côté vous êtes et la fidélité, bordel. Aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Christian Jamin. Nous avons parlé des douleurs masculines cette semaine. Et bien la semaine prochaine, on évoquera les douleurs féminines, des règles douloureuses en passant par les vulvodynies, etc. Et on vous donnera évidemment des réponses pour que vous puissiez ne pas souffrir. Merci à tous en tout cas.